Si votre nom de famille est Larcher, Guerrier, Tranchant, les soldats, Duval, Lefebvre, Laflèche ou Sagette, il se pourrait que votre famille ait traversé l'un des conflits les plus dévastateurs que la France ait jamais connus. Un conflit qui a duré 116 ans. Un conflit qui a brûlé des villages entiers, effacé des milliers de familles et pourtant, paradoxalement, gravé dans la pierre des patronymes que certains d'entre vous portent encore aujourd'hui. La guerre de 100 ans n'a pas seulement redessiné les frontières de la France. Elle a redessiné les noms de ceux qui l'ont vécu. Larcher guerrier tranchant, Duval Sagette, Laflèche, Chevalier, les soldats, la guerre, routier, escuyer, bombard, fauchon, haute-hache, druelle. Ces noms ne sont pas des coïncidences, ils sont des mémoires. Si vous regardez cette vidéo depuis votre télévision, vous savez sans doute combien il est difficile d'interagir directement avec l'écran. Mais si vous avez un téléphone ou une tablette à portée de main, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne depuis votre appareil. Cela nous aide énormément à continuer à vous proposer ces voyages au cœur de l'histoire de vos ancêtres. Et si cette vidéo vous touche, partagez-la. Vous ne savez pas encore combien de personnes autour de vous portent un nom qui raconte exactement la même histoire. Commençons par quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. La guerre de 100 ans n'est pas une guerre. C'est une succession de conflits armés, de trêves brisées et d'occupations prolongées qui s'est étendue de 1337 à 1453. 116 années d'une violence presque ininterrompue sur le sol de France. Pendant 5 générations, des familles entières ont vécu, eu des enfants, vieilli et parfois disparu sous l'ombre permanente de ce conflit. Et pendant ces 5 générations, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans l'histoire des noms de famille. La guerre elle-même a commencé à s'inscrire dans les patronymes. Pour comprendre comment cela s'est passé, il faut saisir où en étaient les noms de famille français au moment où la guerre a éclaté. Au début du XIVe siècle, le processus de fixation des patronymes héréditaires était encore en cours dans de nombreuses régions. Des surnoms individuels devenaient progressivement héréditaires. Un homme qu'on appelait Larcher dans son village pouvait voir ce surnom devenir le nom de ses descendants. Un forgeron qui fabriquait des épées pouvait voir son métier devenir son identité familiale pour les siècles à venir. La guerre de 100 ans est arrivée exactement au moment où cette fixation était la plus malléable, la plus sensible aux événements du monde. Et les événements ont été terribles. Imaginez ce qu'a représenté, pour une famille paysanne de Normandie ou de Picardie, l'arrivée d'une chevauchée anglaise. La chevauchée était une tactique militaire délibérée. Des colonnes de soldats montés qui traversèrent le pays en brûlant les récoltes, en pillant les réserves, en incendiant les granges. L'objectif n'était pas de conquérir, c'était de terrifier, d'appauvrir, d'humilier le roi de France devant ses propres sujets. En 1346, lors de la grande chevauchée normande qui a précédé la bataille de Crécy, les armées anglaises ont ravagé une bande de territoire de plusieurs dizaines de kilomètres depuis le Cotentin jusqu'en Picardie. Des villages entiers ont été réduits en cendres. C'est dans ce contexte que certains des noms de famille les plus inattendus de France ont pris naissance. Prenons le nom Larcher. En France, ce patronyme se concentre encore aujourd'hui principalement en Seine-Maritime, dans cette Normandie qui a été l'un des théâtres les plus violents du conflit. Larcher vient de l'archer, ce combattant à l'arc dont le rôle dans la guerre a été central. Mais voici ce que l'étymologie seule ne vous dit pas. Être archer au XIVe siècle n'était pas simplement un métier. C'était une identité sociale qui définissait l'homme dans sa communauté. Les archers français étaient souvent des roturiers, des paysans ou des artisans qui avaient troqué leur bêche contre un arc pour répondre à l'appel du Seigneur. Le surnom Larcher désignait celui dont la famille était connue pour cette spécialité militaire qui le distinguait dans le village. Et en Normandie, cette distinction avait un poids considérable. Car la Normandie a été occupée, vraiment occupée. Entre 1417 et 1450, les armées d'Henri V puis de ses successeurs ont contrôlé la totalité de la province. Les familles normandes qui portèrent les armes pour résister, qui harcelaient les garnisons anglaises dans les forêts de la région, ont parfois vu leur identité de combattant se cristalliser dans leur nom. Le château de Falaise,
Cette forteresse normande aux murs épais comme une promesse est devenue sous l'occupation un symbole de résistance. Autour de ces places fortes, dans les campagnes environnantes, des hommes ont tiré leurs flèches dans l'obscurité pour défendre leurs terres. Et certains de leurs descendants portent encore ce courage dans leur patronyme. Le nom Sagette, porté dans le Pas-de-Calais et dans l'Yonne, révèle une histoire précise. Du latin sagitta, la flèche, ce patronyme désignait un fabricant de flèches ou un archer habile. Et derrière chaque archer sur le champ de bataille existait toute une chaîne artisanale. Faiseurs de flèches, fabricants d'arcs, forgerons taillant les pointes. Ces artisans de la guerre ont laissé leurs traces dans les patronymes. L'arbalétrier, l'arbalète, balestier, variante du même métier. L'arbalétrier parsèment encore la carte des noms français du Languedoc à l'Aquitaine. Précisément les territoires où opéraient les mercenaires génois spécialisés dans l'arbalète. Car voilà l'un des paradoxes les plus troublants de la guerre de Cent Ans. À Crécy, en 1346, les archers anglais, avec leurs longbows capables de décocher 6 flèches à la minute, ont taillé en pièces la chevalerie française. Mais ils ont aussi mis en déroute ces arbalétriers génois que Philippe VI avait loués à prix d'or. Dans les campagnes alentours, les familles qui vivaient à proximité du champ de bataille ont vu la guerre changer de visage ce jour-là. Mais revenons au nom. Parce que la guerre de Cent Ans a produit une autre catégorie extraordinaire de patronymes. Ceux nés de la terreur des grandes compagnies. Quand une trêve était signée entre la France et l'Angleterre, que se passait-il avec les dizaines de milliers de mercenaires qui vivaient de la guerre? Ils ne rentraient pas chez eux. Ils n'avaient pas de chez eux. Regroupés en bandes que les contemporains appelaient les grandes compagnies, ils ravageaient les campagnes françaises avec une efficacité qui rivalisait parfois avec les armées régulières. On les surnommait les routiers, terme qui vient de route au sens de troupes armées en moyen français, et aussi les écorcheurs, parce qu'ils dépouillaient les populations de tout ce qu'elles possédaient. Le nom routier existe encore dans les registres généalogiques français. Ce nom ne désigne pas simplement quelqu'un qui emprunte les routes. Il désigne une mémoire collective de l'insécurité, de ces décennies où les chemins de France étaient devenus des lignes de danger. Et voici ce qui est fascinant. Certains de ces mercenaires se sont sédentarisés. Après des années d'errance armée, des routiers ont fini par s'installer dans un village, se marier, avoir des descendants. Le nom guerrier pourrait ainsi désigner dans certains cas un descendant de ces combattants professionnels qui avaient fait de la guerre leur seule raison d'être. Le patronyme tranchant, qui désignait en ancien français celui qui portait une arme tranchante ou combattait avec une efficacité particulière, apparaît dans des régions qui ont été des zones de passage privilégiées pour les compagnies de mercenaires. En Auvergne, une région qui a particulièrement souffert du passage des grandes compagnies dans les années 1360 et 1370, des familles entières ont fui vers des villes fortifiées. Quand elles se sont réinstallées, leurs noms parfois portèrent la cicatrice de ce qu'elles avaient traversé, désignées non plus par leur lieu d'origine, mais par les circonstances dans lesquelles elles s'étaient retrouvées. Il faut parler d'un phénomène que la majorité des gens ignorent et qui concerne pourtant directement les noms de famille. La politique de la terre déserte. Face aux chevauchées anglaises, les rois de France ont ordonné aux populations rurales d'évacuer les campagnes. Tout devait être mis à l'abri derrière des remparts pendant que l'ennemi traversait un pays vide. Cette tactique, appliquée par le dauphin Charles, futur Charles V Quint, lors des chevauchées d'Édouard III entre 1359 et 1360, a été efficace militairement. Mais elle a représenté un traumatisme social considérable. Des dizaines de milliers de familles ont été contraintes d'abandonner leurs maisons et leurs champs. Et quand elles rentraient, elles trouvaient parfois leur village réduit en cendres, leur communauté dispersée. Des archéologues et historiens ont identifié dans toute la France, Normandie, Picardie, Guyenne, région parisienne, des traces de villages abandonnés pendant le conflit et jamais réhabités. Quand un village disparaissait, le nom de ses habitants pouvait disparaître avec lui, ou au contraire survivre comme l'ultime témoignage que ce lieu avait existé. Le nom Duval, de la vallée, est l'un des patronymes topographiques les plus répandus en France. Il semble anodin, mais quand une famille fuyait son village dans une vallée normande et s'installait dans une ville de refuge,
Ses nouveaux voisins la désignaient naturellement par son origine, ceux de la vallée. Ce surnom provisoire devenait parfois permanent. La famille qui avait perdu son village gardait au moins, dans son nom, la mémoire du paysage qu'elle avait dû quitter. Il y a dans tout cela une ironie douloureuse. La guerre de 100 ans a détruit des villages et tué des hommes. Et pourtant, dans ce chaos, elle a aussi fixé des identités. La violence a été le creuset dans lequel se sont forgés certains des patronymes qui existent encore aujourd'hui. Traversons maintenant la France pour aller vers l'Est, vers ces territoires qui ont connu une autre dimension du conflit. Et pour parler d'un nom que vous reconnaîtrez peut-être immédiatement, le nom Chevalier ou Chevalier. Le Chevalier est l'un des patronymes les plus répandus en France. Des centaines de milliers de personnes le portent et ignorent ce qu'il signifiait au Moyen Âge. Le chevalier était l'homme de guerre par excellence. Le terme latin était miles, le soldat. Mais ce patronyme ne désigne pas nécessairement un ancêtre adoubé. Il pouvait désigner quelqu'un qui servait un chevalier ou qui combattait avec la vigueur qu'on associait à cet idéal militaire. Cet idéal a été brisé pendant la guerre de 100 ans. À Crécy, à Poitiers en 1356, à Azincourt en 1415. La chevalerie française a subi des défaites catastrophiques face à des archers anglais roturiers sans blason. À Azincourt, le 25 octobre 1415, par une matinée brumeuse dans les plaines artésiennes, des milliers de chevaliers en armure ont été fauchés par des flèches tirées à une cadence que les chroniqueurs comparèrent à une tempête de grêle. Des grandes familles normandes, champenoises, picardines décimées en une seule journée. Dans les villages proches du lieu de la catastrophe, les familles des hommes qui n'étaient jamais rentrés ont conservé leur mémoire dans des noms qui rappelaient que cet homme avait combattu, qu'il avait incarné quelque chose de cet idéal militaire brisé dans la boue d'un champ picardien. Mais voici maintenant la révélation que la plupart des historiens des noms de famille passent sous silence. Il y a une date précise, une date que vous pouvez vérifier dans tous les archives et dans tous les traités d'histoire militaire, qui a directement influencé les patronymes de milliers de familles françaises, le 28 avril 1448. Ce jour-là, depuis les Montils-les-Tours, le roi Charles VII a promulgué une ordonnance qui créait une institution nouvelle dans l'histoire de France. Les francs archers. Dans chaque paroisse du royaume, un homme serait désigné comme archer permanent, choisi parmi les plus habiles, s'entraînant chaque dimanche au tir à l'arc et en échange exempté de la taille, cet impôt qui pesait sur les roturiers. C'est de cette exemption que vient leur nom. Francs, libres de l'impôt. L'ordonnance précisait leur équipement. Casque salade, dague, épée, arc ou arbalète, jaque, et imposait la tenue de registre dans chaque paroisse avec nom et surnom, pour que le roi puisse les convoquer à tout moment. Ces registres sont d'une importance capitale. Ils constituent certains des premiers documents systématiques qui ont fixé par écrit les patronymes de famille jamais enregistrés auparavant. Et le surnom qui identifiait le franc archer parmi ses voisins était souvent lié à sa fonction. L'archer, le sagette, le balestier pour les arbalétriers du Sud. Des surnoms fonctionnels devenus patronymes héréditaires. Les francs archers ont joué un rôle décisif dans les dernières batailles du conflit. À Formigny, en Normandie, le 15 avril 1450, ils ont contribué à une victoire qui a sonné le glas de l'occupation anglaise dans la province. À Castillon, en Guyenne, le 17 juillet 1453, une autre défaite anglaise a mis fin au conflit. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, la Guyenne et la Normandie étaient françaises. Mais il y a une autre dimension de la guerre de 100 ans dans les noms de famille que je voudrais explorer avec vous. Une dimension que la plupart des gens ne soupçonnent pas et qui touche à quelque chose de beaucoup plus quotidien que les grandes batailles. La guerre a transformé les professions, et les professions ont transformé les noms. Avant le conflit, un forgeron fabriquait des outils agricoles, des ferrures de porte, des fers à cheval. Pendant la guerre, ces mêmes forgerons ont été reconvertis en fabricants d'épées, de pointes de lance, de pièces de harnois. Le patronyme Lefebvre, ou Lefebvre, Favre dans ses variantes régionales, désigne ce métier du faber latin, l'homme qui travaille le métal. Dans les régions les plus militarisées, ce patronyme porte une résonance particulière.
Ces forgerons-là n'armaient pas seulement des cuisines. Ils armaient une guerre. Le nom fauchon, présent dans la Manche, désigne en ancien français une arme de guerre, un coutelas dont la lame s'élargissait vers l'extrémité, arme d'infanterie répandue pendant le conflit. Et le haute hache, nom singulier porté dans le Gers, désignait celui qui brandissait une hache de guerre à long manche, arme de fantassin, du combat désespéré quand les flèches sont épuisées et que l'ennemi arrive au corps à corps. Ces noms ne sont pas des métaphores. Ce sont les traces directes de ce que ces hommes faisaient pour survivre pendant une guerre qui durait depuis plus longtemps qu'une vie humaine. Et parlons de cette durée, l'une des caractéristiques les plus troublantes de ce conflit. 116 ans. Aucune personne vivante en 1337 n'a vu la fin en 1453. Ce conflit a traversé 5 générations françaises. Des familles entières sont nées et ont disparu sans jamais connaître autre chose que la guerre. Elle est devenue normale, non pas acceptable, mais intégrée dans les identités familiales. Cela explique pourquoi certains patronymes portent des références militaires sans que leurs porteurs aient été des soldats. Quand le mot guerrier, le mot routier, le mot archer deviennent des catégories d'identification sociale, au même titre que le métier de boulanger, ces mots peuvent donner des noms sans que la personne désignée ait jamais porté une épée. Il y a une région de France qui incarne mieux que toute autre cette ambivalence de la guerre de 100 ans dans les noms de famille. La Guyenne, territoire anglais depuis 1152, quand Aliénor d'Aquitaine avait apporté ses terres en dot à Henri II Plantagenet, la région avait vécu 3 siècles sous domination anglaise. Le commerce du vin de Bordeaux était vital pour les deux royaumes. Quand la guerre de 100 ans a éclaté, les familles de Guyenne se sont retrouvées dans une position paradoxale. Vassales du roi d'Angleterre, sur une terre que le roi de France revendiquait. Et en 1453, une partie de la population bordelaise a accueilli les armées de Charles VII, non pas comme des libérateurs, mais comme des envahisseurs. Dans ce bouleversement d'allégeance, des patronymes gascons ou occitans ont parfois été francisés pour effacer des origines perçues comme suspectes. D'autres ont été conservés avec une fierté silencieuse, témoignage d'une identité régionale qui résistait. La bastide médiévale de Montpazier dans le Périgord, construite pendant la domination anglaise, le château de Cadillac sur la Garonne, les remparts de Bergerac. Tous ces lieux témoignent d'un conflit qui n'opposait pas simplement 2 nations, mais 2 façons de s'identifier. Mais il y a encore une dimension de cette histoire que les batailles ne racontent pas, et qui touche à ce que les familles ont fait pour survivre quand tout le reste avait disparu. Quand un village brûlait, les survivants se réfugiaient dans la ville fortifiée la plus proche. Dans ces villes surpeuplées, des hommes portant parfois le même surnom devaient être distingués. Un curé ajoutait des nuances, des suffixes, des précisions. Le nom Druel, présent en Normandie et en Picardie, illustre ce processus. Diminutif du nom germanique Drogo lié à la guerre, sa forme témoigne d'une individualisation pour distinguer une famille parmi d'autres. Ces variations phonétiques dans les archives médiévales ne sont pas des erreurs de copistes. Elles racontent un processus vivant de différenciation sociale dans des communautés où être reconnu était une question de survie. Charles V avait dû corrompre les grandes compagnies pour les convaincre de partir combattre en Espagne sous Duguesclin. Une fois ce danger neutralisé, des familles ont pu rentrer chez elles. Mais rentrer chez soi quand le chez-soi a disparu, c'est rentrer dans un vide. Des villages normands vidés pendant des années devaient être repeuplés. Des familles venues d'autres régions s'installaient dans ces terres abandonnées, portant dans leur nom la trace de leur origine. Des noms comme le Nouveau ou le Neuf, le Nouveau venu, témoignent de ces migrations de repeuplement. Et le patronyme Lefranc, le Libre, porte en lui la joie tragique de ceux qui ont survécu et peuvent enfin se reconstruire. Il faut aussi parler de la disparition des noms, car la guerre n'a pas seulement créé des patronymes, elle en a aussi détruit. Certaines régions ont perdu entre 1/3 et la moitié de leur population entre 1320 et 1380. Sous les coups cumulés de la grande famine de 1315 à 1322, de la peste noire à partir de 1348 et des ravages de la guerre. Les noms qui ont survécu sont ceux des familles qui ont résisté, et c'est peut-être le plus beau message que les patronymes de la guerre de 100 ans peuvent transmettre. Si vous portez un nom de cette époque,
Si votre patronyme figure dans les archives médiévales de Normandie ou de Picardie, de Guyenne ou de Champagne, c'est parce que vos ancêtres ont survécu à une guerre de 116 ans, à des famines et des épidémies, à des armées étrangères, à l'exil et au retour dans un pays dévasté. Il existe encore des lieux où vous pouvez toucher physiquement cette histoire. Le site de la bataille d'Azincourt, dans le Pas-de-Calais, possède un musée dédié à ce moment du 25 octobre 1415. Le château de Vincennes, aux portes de Paris, où plusieurs rois français ont gouverné pendant le conflit, témoigne de la grandeur et de l'ambiguïté de cette époque. Et le château royal d'Amboise, sur la Loire, reste un lien vivant avec les années de reconquête. Peut-être le lieu le plus émouvant est simplement le village de Domrémy-la-Pucelle, dans les Vosges. C'est là qu'est née en 1412 une femme dont le patronyme d'Arc désignait l'origine géographique de sa famille, un lieu-dit appelé Arc. Un nom ordinaire. Une famille ordinaire. Et pourtant Jeanne a changé le cours de la guerre. C'est là la leçon que les noms de famille de la guerre de 100 ans peuvent transmettre. L'histoire ne se fait pas seulement dans les batailles. Elle se fait dans les noms que des familles ordinaires portent sans savoir qu'ils sont des témoins. Dans un forgeron de Normandie qui devient Lefebvre parce qu'il fabrique des lances pour résister. Dans un paysan de Picardie qui devient l'archer parce qu'il tire mieux que ses voisins. Dans une famille de Guyenne qui change d'identité nationale sans avoir bougé d'un pas de la maison que ses aïeux avaient reconstruite. La prochaine fois que vous entendrez votre nom prononcé à voix haute, souvenez-vous que quelque part dans les siècles écoulés, un de vos ancêtres l'a peut-être entendu dans la fumée d'un village normand, sur un champ de bataille picard ou dans la chaleur de l'été bordelais, au moment où la France décidait ce qu'elle voulait être. Ces noms ont traversé 5 générations de guerre. Peut-être que le vôtre aussi. Quel est votre nom de famille? Et avez-vous cherché à savoir d'où il vient vraiment? Partagez-le dans les commentaires. Vous seriez surpris de ce que vous pourriez découvrir. Si cette enquête vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines découvertes. Chaque semaine, nous remontons le fil de l'histoire cachée dans les noms que la France porte depuis des siècles.